C'est pas bon, hein, j'ai planifié ou... Hein? J'appelle technicien. Ah, c'est bon, c'est bon. Vous entendez? Vous entendez? Oui. Bon, je vais revenir au diagnostic différentiel. Ah, bah oui. Non. Diagnostic différentiel. Voilà. Vous m'entendez? On continue? Oui. Oui. Donc, si on est en présence d'une masse sous-digastrique, et surtout si on est en présence d'un patient qui a un cou long et maigre, on peut facilement éliminer un bulbe carotidien qui est assez volumineux. Donc, il ne faudrait pas prendre un bulbe carotidien pour une adénopathie. On peut facilement éliminer également une grande corne de l'osioïde ou bien une apophyse transverse de l'atlas. Si on est en présence d'une masse de la glande sous-mandibulaire, il faut éliminer, ça c'est par les examens complémentaires, une lithiase salivaire ou bien carrément une tumeur de la glande sous-mandibulaire. Une masse de la région sous-mentale, là aussi il faut éliminer tout ce qui est kyste du tractus thyréoglosse ou kyste dermoïde. Une masse de la région spinale, c'est-à-dire au niveau du trapèze en postérieur, une phlébectasie de la veine jugulaire externe, ou bien un urinome du plexus cervical. Une masse de la région cervicale transverse, ce qu'on appelait autrefois la région susclaviculaire. Il faudra éliminer un cancer de l'apex pulmonaire, ou bien un urinome du plexus brachial. Devant une masse prélaryngée, ça aussi c'est facile. On peut éliminer aisément un kyste du tractus thyréoglosse, une laryngocèle ou bien un nodule thyroïdien. Et donc là, vous voyez que tout l'intérêt des examens complémentaires. Devant une masse jugulo-carotidienne, là aussi, si c'est une masse jugulo-carotidienne supérieure, il faudra éliminer une tumeur du pôle inférieur de la parotide, un kyste amygdaloïde, un paragangliome ou bien une tumeur parapharyngée extériorisée. Si on est en présence d'une masse jugulo-carotidienne moyenne, encore une fois, il faut éliminer un anévrisme carotidien ou une tumeur nerveuse. Et si on est en inférieur, également une tumeur de la glande thyroïde. Les étiologies. Donc, nous avons terminé notre examen clinique, les examens complémentaires. Maintenant, il va falloir rechercher l'étiologie, c'est-à-dire la cause de cette adénopathie. Alors, pour simplifier, comme je vous ai dit au début, c'est un cours qui est pratique. Tout ce qui est adénopathie aiguë, je les ai éliminés. Donc, on va parler beaucoup plus des adénopathies d'origine infectieuse, c'est-à-dire il y a 3 grandes rubriques, les adénopathies d'origine infectieuse, les adénopathies d'origine hématologique et enfin les adénopathies d'origine néoplasique ou cancéreuse. Donc, tout ce qui est adénopathie infectieuse aiguë, on passe. Et on va commencer par les adénopathies d'origine infectieuse. Premièrement, la tuberculose ganglionnaire. La tuberculose ganglionnaire, elle continue à en voir. Hein. C'est une infection qui est très fréquente, notamment en Algérie. C'est la localisation la plus fréquente du bacille de Koch sur les organes hématopoïétiques. Elle est légèrement cause, c'est le Mycobacterium hominis. Et la particularité de la localisation tuberculeuse de la tuberculose, cervicale de la tuberculose, c'est qu'elle est rarement associée à une tuberculose pulmonaire.
Alors, les caractéristiques de cette tuberculose ganglionnaire, elle est très variable. L'adénopathie, elle peut être unique, comme elle peut être multiple, comme ça peut être un paquet d'adénopathies. Le siège, il peut être variable, elle peut siéger dans n'importe quelle région ou territoire du cou. Non traitée, cette tuberculose, elle va ramollir puis fistuliser. Alors, la conduite à tenir devant une tuberculose ganglionnaire, il va falloir commencer par demander une IDR, demander également une cytoponction qui va revenir, en fait c'est un pus amicrobien, demander également une radio du thorax. Et donc une fois qu'on a une certitude qu'il s'agit d'une tuberculose après une IDR, après avoir éliminé aussi une tuberculose pulmonaire, après avoir fait une cytologie qui nous parle d'un pus microbien qui peut faire évoquer une tuberculose, on passe au traitement. Alors là, dans le traitement, il faut être très attentif et voir à quel stade de la maladie tuberculeuse on est. Alors, pour démarrer cette chimiothérapie antituberculeuse, bien sûr, ça répond au schéma national. Alors, si on est en présence d'une tuberculose ganglionnaire faite de petits ganglions, c'est-à-dire tout au début, on peut démarrer par une chimiothérapie antituberculeuse. Inversement, si on a affaire à de grosses adénopathies, là, le traitement antituberculeux, il ne sert à rien. Il faut passer carrément à la chirurgie. Troisième cas de figure, on est en présence d'une tuberculose qui est déjà fistulisée. Là aussi, le traitement antituberculeux seul est insuffisant. Il faut passer à la chirurgie. Donc, voilà les deux cas où il faut passer à la chirurgie d'emblée, c'est la fistulisation et les grosses adénopathies. On passe à une chirurgie qui consiste à faire un évidement ganglionnaire, ensuite complété par une chimiothérapie antituberculeuse. La deuxième affection, adénopathie d'origine infectieuse, c'est la toxoplasmose. Donc tout ça, c'est connu. Cette toxoplasmose va se manifester par des adénopathies multiples, surtout postérieures et axillaires, avec une éruption cutanée qui est très fréquente, fébrile, associée à une asthénie. Et là aussi, le diagnostic, il est donné par la sérologie. La troisième affection, c'est la rubéole. La rubéole aussi, elle est connue, très fréquente chez les enfants entre 4 et 8 ans, redoutable chez la femme enceinte, à l'origine de photopathie malformative. Cette rubéole va se manifester par des adénopathies multiples, encore une fois, postérieures occipitales. L'adénopathie, elle va précéder l'éruption cutanée, ça c'est très très important. Le diagnostic, il est donné par la sérologie et le traitement aussi, il est symptomatique, puisqu'il ne faut pas oublier, c'est une infection virale. Mononucléose infectieuse. Les adénopathies également, elles sont multiples et de siège occipital. L'angine, elle est variable, ça veut dire, ça dépend à quel stade de la anémie on voit le malade. On a toujours associé une fièvre, une asthénie. La sérologie va confirmer le diagnostic et le traitement, il est symptomatique. Cinquièmement, maladie des griffes du chat, qu'on appelle également la lymphoréticulocytose bénigne d'inoculation. Alors, l'agent causal, il est inconnu. L'adénopathie, il s'agit très souvent d'adénopathie volumineuse, molle, qui peut fistuliser au cou. Ces adénopathies apparaissent dans le territoire de drainage d'une griffure de chat. Le diagnostic, il est donné également par la sérologie et le traitement, il repose sur les essais cliniques qui donnent de bons résultats. Sixièmement, ça c'est important, c'est l'infection à mycobactéries atypiques. C'est très fréquent chez les gamins entre 1 et 3 ans. L'adénopathie peut fistuliser. Le diagnostic bactériologique, il est souvent difficile. Ces mycobactéries atypiques, ils résistent au traitement antibiotique. Donc, très souvent, ce sont des gamins à qui on a donné des antibiotiques et ça ne régresse pas. Donc, et très souvent, il ne faut pas hésiter à poser une indication opératoire, c'est-à-dire procéder à une exérèse chirurgicale. Donc, devant toute adénopathie cervicale infectieuse qui fistulise,
il faut penser à deux infections, la tuberculose ganglionnaire ou bien les infections à mycobactéries atypiques. Alors, ces infections à mycobactéries atypiques touchent surtout l'enfant entre 1 et 3 ans, comme on l'a dit tout à l'heure. Ces adénopathies évoluent généralement rapidement vers la suppuration et la fistulisation. Le siège, il est très souvent de siège sous-maxillaire ou sous-mandibulaire. La preuve bactériologique, elle est difficile. Rarement, on peut nous donner, donc si vous voulez, une identité bactériologique. Les réactions à la tuberculine sont faiblement positives et les mycobactéries atypiques, elles sont résistantes à la plupart des antibiotiques, donc d'où la nécessité du traitement chirurgical. Ces adénopathies cervicales infectieuses évoluent vers la fistulisation, font donc évoquer encore une fois la tuberculose ganglionnaire ou une infection à mycobactéries atypiques, surtout chez les gamins. Les adénopathies cervicales en rapport avec une syphilis ou une tularemie, de nos jours, elles sont devenues pratiquement exceptionnelles, on n'en voit plus. Alors, après avoir terminé avec les adénopathies d'origine infectieuse, c'est le deuxième grand volet, ce sont les hémopathies malignes. Alors, les hémopathies malignes, là aussi, le tableau, il est variable. Au début, le ganglion est peut-être unique, indolore, ferme et mobile. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Premièrement, les leucémies. Alors, comment ces leucémies peuvent se traduire? Peuvent se traduire par des adénopathies cervicales qui peuvent être révélatrices d'une leucémie aiguë ou chronique. Là aussi, la biologie, elle est intéressante. Deuxièmement, ce sont les lymphomes. Là aussi, les lymphomes, ils peuvent évoluer dans un contexte clinique assez particulier. On a une altération de l'état général associée à une hépatomégalie. Il peut y avoir aussi des adénopathies hors du territoire cervical. Il peut y avoir un état fébrile, des sueurs nocturnes. Et là aussi, la cytoponction, elle peut orienter vers le diagnostic. Si elle nous oriente vers le diagnostic, il va falloir procéder donc une adénectomie pour confirmer donc le diagnostic d'hémopathie maligne. Donc adénectomie pour examen histologique. La troisième grande rubrique, et qui est la plus difficile et qui est pratiquement notre pain quotidien, nous, ORL, ce sont les adénopathies métastatiques. Alors, pour ces adénopathies métastatiques, d'abord, il va falloir définir les caractères de l'adénopathie cancéreuse. Là aussi, le tableau, il est variable. Il est variable d'un patient à un autre. L'adénopathie, elle peut être d'apparition progressive. Il peut s'agir d'un ganglion unique au début. Ça peut être des ganglions multiples, non douloureuses. Il n'y a pas de périadénie. Des fois, il peut s'agir d'adénopathies d'apparition brutale. Elles peuvent revêtir des caractères d'une adénopathie inflammatoire. Ça peut même fistuliser. Là aussi, il ne faut pas hésiter à demander une cytoponction qui va orienter vers le diagnostic et donc il va falloir rechercher la tumeur primitive. Donc vous voyez, séquence, examen clinique, cytoponction, diagnostic, recherche étiologique. Du moins, dans ce cas précis, c'est la recherche de la tumeur primitive. Alors, premier cas de figure, on est en présence d'une métastase ganglionnaire d'un carcinome épidermoïde. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien sûr, on va commencer par un examen de la sphère ORL, un examen ORL complet, pour rechercher ce carcinome épidermoïde, hein, donc ne pas hésiter à demander une panendoscopie. Quels sont les cancers ORL lymphophiles, c'est-à-dire qui vont se traduire par des adénopathies? Le cavum, l'amygdale, la base de langue, sinus périforme. Si la panendoscopie est négative, donc on a fait une panendoscopie pour rechercher la tumeur primitive. Donc on a examiné toutes ces régions, on ne retrouve pas de tumeur primitive. Donc si la panendoscopie est négative, absence de lésions muqueuses,
macroscopiquement suspectes, eh ben, il ne faut pas hésiter quand même à faire des biopsies systématiques à leur niveau. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des biopsies, soit au niveau du cavum, soit au niveau de l'amygdale, soit au niveau de la langue, soit au niveau du sinus périphérique. En effet, il s'agit des localisations où l'on rencontre de petits carcinomes épidermoïdes responsables de l'adénopathie cervicale. Très souvent, on dit petit cancer, grosse adénopathie. Donc, si vous avez par exemple une adénopathie du territoire 2, il ne faut pas hésiter à faire des biopsies multiples, soit au niveau de l'amygdale, soit au niveau du cavum, soit au niveau euh, du cavum, etc. Si le bilan ORL est négatif, on continue. Donc, il faut rechercher également le primitif. Il faut rechercher un primitif pulmonaire, surtout si on est en présence d'adénopathie de la région cervicale transverse ou digestif, s'il s'agit d'un ganglion de 3I. Alors, il y a également d'autres localisations exceptionnelles. Par exemple, chez l'homme, il faut rechercher également un primitif au niveau du testicule ou bien au niveau des ovaires chez la femme. Si la tumeur primitive est trouvée, là, le traitement de l'adénopathie va s'inscrire dans la prise en charge de la tumeur primitive. Deuxième cas de figure, il s'agit de métastases ganglionnaires d'un adénocarcinome. Alors, adénocarcinome, donc là, il va falloir rechercher au niveau de la thyroïde, même si les examens de la loge thyroïdienne sont normaux. Si le bilan thyroïdien il est normal, il faut rechercher un primitif au niveau du rein, au niveau de la prostate, au niveau même des glandes mammaires. Troisième cas de figure, métastase ganglionnaire sans primitif retrouvé. On est en présence d'une adénopathie, mais il n'y a toujours pas de primitif. Donc tout le bilan, plus panendoscopie négatif. Eh bien, je suis en droit de faire une cervicotomie exploratrice. Donc j'ouvre le cou avec un examen extemporané et on continue à faire mon évidement ganglionnaire. Là aussi, on peut compléter également de faire une amygdalectomie homolatérale à l'adénopathie. Et cet évidement ganglionnaire il sera toujours complété par un protocole de radiothérapie cervicale, par un protocole de radiothérapie externe. Donc, ce troisième cas de figure, il s'agit de métastase ganglionnaire primitif, sans primitif retrouvé. C'est une cervicotomie. Donc, cervicotomie, on fait un évidement ganglionnaire le plus complet possible, complété par un protocole de radiothérapie. Voici quelques photos de patients présentant des adénopathies à un stade très avancé. Donc ça, c'était une adénopathie métastatique d'allure primitive. Après tout un bilan, on n'avait pas retrouvé le primitif. Toujours le même patient. Ça, c'était une patiente qui présentait également un cancer du carrefour pharyngo-laryngé à un stade très avancé. Malheureusement, chez elle, une chirurgie n'était pas possible ni sur, ni sur la tumeur, ni sur les aires ganglionnaires. Toujours la même patiente. Ça, c'était une adénopathie métastatique qui était d'allure kystique d'un cancer du larynx. Toujours le même malade chez qui on avait posé une indication opératoire. Toujours le même malade. Ça, c'est en péropératoire, l'adénopathie kystique. Toujours cette adénopathie kystique. Toujours le même malade. Ça, c'était un malade qui présentait un carcinome spinocellulaire de la peau étendue à la glande parotide. Donc, vous voyez les tracés de l'incision.
Donc, on avait été obligé de faire une parotidectomie totale, une parotidectomie totale avec sacrifice de la peau, hein. Et ensuite, on a été obligé de réparer par un lambeau deltopectoral, un lambeau myocutané deltopectoral. Alors ça, c'est quelques aspects en péropératoire, toujours les tracés de l'incision. Donc, on va faire une exérèse large. On passe à 1 cm en zone saine. Et la difficulté de l'exérèse ici, de cet épithélioma, puisqu'il a touché la glande parotide, qui dit glande parotide, c'est le nerf facial. Donc là, c'est l'exérèse. Là, on a procédé à une exérèse de la tumeur de l'épithélioma, plus on a fait une parotidectomie totale associée. Et vous voyez ici, c'est le nerf facial avec ses deux branches. Ça a été une chirurgie extrêmement difficile. Nous avons la branche supérieure et la branche inférieure, la branche temporale et la branche inférieure. Donc, c'est une exérèse avec sacrifice cutané, parotidectomie totale avec conservation du nerf facial. Donc là, j'ai refermé, mais je ne pouvais pas laisser le patient avec ses trous au niveau de la face. Donc j'étais obligé de refermer, donc réparer. Comment j'ai fait pour réparer? Donc j'ai fait un lambeau qu'on appelle le lambeau deltopectoral, et avec cette palette, je l'ai greffé ici au niveau de la face. Donc vous voyez la palette, le deltopectoral que j'ai greffé ici, que je vais laisser 3 semaines en place. Ensuite, je sectionne le lambeau et comme ça, le malade n'aura pas une perte de substance cutanée. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que des petits ganglions cervicaux ne correspondent pas toujours à un état pathologique et ces petits ganglions cervicaux, ils sont habituellement la conséquence de processus inflammatoires anciens d'origine bucopharyngée. Une adénopathie est toujours la conséquence d'une maladie générale, infectieuse, inflammatoire ou hématologique, ou bien d'une lésion muqueuse des voies aérodigestives supérieures, ou cutanée cervico-faciale, le plus souvent cancéreuse, ou plus rarement d'une lésion cancéreuse, mais située à distance de la région cervicale. Elle ne doit jamais être négligée. En rouge, je l'ai mis en rouge parce que c'est important, l'association d'adénopathie cervicale à d'autres adénopathies, c'est-à-dire dans d'autres territoires, ils orientent toujours vers une pathologie infectieuse ou hématologique. Ça, c'est important. Les adénopathies occipitales ou cervicales postérieures, elles sont toujours en rapport avec une origine infectieuse. Donc, n'ayez pas peur, tout ce qui est postérieur et occipital, c'est toujours infectieux. Le diagnostic d'une adénopathie cervicale chronique va passer par la ponction cytologique et adénectomie avec examen anatomo-pathologique extemporané. Donc, c'est toujours cette séquence, cytoponction, adénectomie. Alors là, plusieurs erreurs doivent être évitées. On ne fait jamais de biopsie ganglionnaire sans un examen ORL complet. On ne fait pas de biopsie en quartier d'orange, c'est interdit, c'est proscrit. Facteur de poussée évolutive et d'envahissement cutané. Sauf, je dis bien sauf, si on est en présence de volumineuses tumeurs inextirpables chirurgicalement. Ça veut dire si on est en présence d'une très grosse tumeur qu'on ne peut pas extirper, qu'on ne peut pas enlever, là on peut faire une biopsie en quartier d'orange. C'est le seul cas. Ne pas prévoir d'adénectomie simple devant une grosse adénopathie isolée, dont la nature maligne risque d'être confirmée par l'examen histologique extemporané. Ne pas retarder le diagnostic également par des traitements d'épreuves non spécifiques, ça ne sert à rien. Et là, c'est ce qu'on voit tous les jours, les malades qui viennent avec des ordonnances parce que des médecins ont donné des antibiotiques, des anti-inflammatoires, ça ne sert à rien. On ne fait que retarder la prise en charge.
Dans la majorité des cas, le diagnostic d'une tuméfaction cervicale est fait par la clinique, la cytologie et l'imagerie pour les tumeurs nerveuses ou vasculaires. Cependant, dans quelques rares situations, le diagnostic étiologique peut être en suspens. À ce moment-là, va être indiquée la cervicotomie exploratrice avec un examen anatomopathologique extemporané. Là, il va falloir discuter avec le malade. Hein. Donc, le malade est prévenu de toutes les éventualités en fonction de l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire du curage cervical complet avec chirurgie glandulaire associée, éventuellement d'une thyroïdectomie totale. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. On peut savoir combien d'étudiants ils ont. 45 minutes, une heure. أو يدير البركة مازال 13 كومبيان زيتي بون